Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode. Nous aborderons la 11e séquence, ma vie au travail, ainsi que la 12e, mes premières fois. Alors, ma vie au travail, elle m'a permis d'assurer ma survie matérielle, m'a procuré épanouissement et autonomie, a été valorisante ou aliénante. Là, on va certainement relater le premier emploi. À quel âge ai-je commencé à travailler? De quelle façon mon engagement s'est-il fait? Quelles étaient les conditions de travail? Combien je gagnais à ce moment-là? Aussi, combien de temps ai-je consacré à cet emploi? Devais-je remettre de l'argent à mes parents? Oh là là! Une petite pension, là. Me suis-je impliquée dans une association syndicale? Quels amis me suis-je fait dans ce milieu de travail? Et à les autres emplois. Combien d'emplois ai-je occupé par la suite? Combien de temps je suis restée au sein de la même organisation? À cette période, les gens restaient souvent très longtemps dans un même emploi. Quel poste ai-je occupé au fil des ans? Avez-vous plutôt choisi d'être mère ou père au foyer pour prendre soin de la maisonnée? Si oui, je décris les circonstances. Ce qui a fait mes bonheurs, mon bonheur, ce qui a été le plus difficile. Quelles qualités personnelles m'ont été particulièrement utiles dans ma vie professionnelle ou dans ma vie de mère ou père au foyer? Dans les fonctions que j'ai occupées, je raconte les principales difficultés rencontrées et aussi les succès vécus. En tant que personne issue de la diversité pour certains, ai-je ressenti de la discrimination et de l'adversité ou, au contraire, de l'ouverture, de la bienveillance de la part de mes collègues de travail, de mon entourage? À quoi ressemblait mon quotidien? Mon travail m'a-t-il permis de développer mon esprit créatif ou ai-je dû assumer une lourde routine au travail? Ouais. Quelle a été mon attitude face au travail? Contestataire, employé modèle, fière de mon apport social, très impliquée avec mes pairs, collaboratrice avec mes supérieurs. Aussi, on peut mentionner si j'ai été reconnue dans ma carrière en obtenant des honneurs pour une performance particulière. Quel voyage mon emploi me permettait-il de réaliser? Parfois, c'était des formations à l'extérieur pour l'entreprise ou des choses comme ça. J'explique, s'il y a lieu, comment le travail a été une source de conflit dans ma vie familiale. Eh oui. Ça peut arriver, hein? Quel bénéfice ma famille a-t-elle retiré de mon implication professionnelle? Ai-je eu à faire face à des congédiements, à des périodes de chômage? Si oui, je parle des conséquences que ces épreuves ont eues sur ma vie. Délicat, par exemple, hein, Carole? Oui. Parce que cet item-là en particulier, il faut faire attention. Si on a des rancœurs, il ne faut pas
Bien, Il y a des gens qui vont lire. oui. Bien, il faut, comme on dit toujours, écrivez-le. Oui, il y a ça. Écrivez-le, ça fait du bien de l'écrire tel qu'on l'a vécu, tel qu'on le ressent. Après, on peut réécrire en étant plus objectif, Ouais. en faisant attention à qui on peut blesser, mais on ne peut pas non plus cacher qu'est-ce que nous, ça nous a fait sur nous. C'est Non, c'est ça. là-dessus qu'il faut axer plus que sur les possibles intentions des autres. Parce que ce n'est pas une vie en rose toujours. Non, mais il Hein? faut toujours être prudent Mais dans il qu'est-ce qu'on écrit. faut être réaliste sans toutefois... Oui. Mais il y a des fois, il faut que ça sorte, et puis c'est bien que ça sorte. Oui, puis à la Mais relecture... après ça, la relecture, à la relecture, on il y met ça aura un petit lieu peu de plus faire... correctement. oui. Oui. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est des fois, ça nous aide à passer certains remords, certains reproches, certaines choses. Passer à C'est- travers. Ça fait... ça aide à être plus serein par la suite. Oui. Ça aide beaucoup. Somme toute, suis-je satisfaite des choix de ma vie professionnelle? Si oui, bien, j'explique. Et même sinon, là, j'explique pourquoi je ne suis pas satisfaite. Oui. Oui, oui, on peut avoir des regrets. Oui, on peut avoir Puis des regrets. Oui. Ouais. Et puis des souhaits que ça se soit passé autrement. Oui, c'est Ça sûr. aussi. Confucius, c'est un savant, pas savant, c'est un philosophe. Je crois qu'il était chinois, qui disait tu choisis un métier que tu aimes, mais tu n'auras pas à travailler le reste de ta vie. Puis ça, j'ai tout trouvé que c'était quelque chose de vrai. Comme j'ai vu des gens qui ont choisi un métier qu'ils n'ont pas aimé, qui ont trouvé ça triste toute leur vie. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Dans d'autres métiers, j'ai connu un professeur qui mesurait, qui à toutes les demi-journées, bon, reste à demi-journée, puis il restait 10 ans à faire. C'est très triste pour l'entourage aussi, ou pour les enfants avec qui elle avait travaillé. Parce que j'ai jamais entendu ni mon père, ni ma mère se lamenter du métier qu'il y avait. C'était pas facile. Mais c'était quand même plaisant. C'était quand même plaisant de les entendre parler de leur métier. Puis j'ai essayé de suivre un peu la même trace par passion, par amour, je crois. Puis, parce que c'était... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était le plus beau des métiers, puis je continue à le croire encore. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de Jésus sur cette fois-là. Parce que parler de ma vie professionnelle, c'est presque compter ma vie au complet. Né sur une ferme, grandi sur une ferme, avoir la passion de la ferme, avoir vécu tout ça, c'est merveilleux. Je n'ai jamais parlé de mon métier que librement j'ai choisi. Les premiers agronomes parlaient de feu sacré. J'ai toujours considéré l'agriculture comme un mode de vie plus qu'un grain de pain. Parfois, les journées sont longues, les semaines de séjour sont normales. Mais quand je retourne en arrière, et où tout se faisait avec des chevaux, ou à la main, ou à l'huile de bras, comme on disait, c'est une véritable révolution qu'il y a eu en agriculture, surtout depuis les années 50 et 60. J'ai connu l'époque où, pour nettoyer les étables, je chargeais le fumier en hiver directement dans une slate tirée par un cheval que j'amenais ensuite dans le champ et que je mettais en gros tas. L'été, le nettoyage se faisait à la brouette. Le printemps, on rechargeait tout ça à la petite fourche dans un épandeur tiré par des chevaux. L'arrivée des chargeurs, des tracteurs sur tracteurs a soulagé bien des maux de dos. Il faut bien comprendre que des fois, c'était pas toujours facile. Je fais aussi la semence à la volée, c'est-à-dire avec un sac attaché autour du cou, à demi plein d'avoine. Je marchais à pas mesurés et à pleine main. Je balançais l'avoine sur une largeur donnée. Les foins et les récoltes étaient des travaux musculaires très durs. Quand je regarde aujourd'hui, des gens qui se disent sensés et qui rêvent à ces temps bucoliques et un retour à ce que j'ai connu, je me dis qu'ils sont vraiment malades. Je ne voudrais pas que mes enfants, mes petits-enfants connaissent cela. Je serais déçu si un des miens décidait de retourner en arrière. Même si aujourd'hui, je sais que j'ai un de mes fils qui est retourné à l'agriculture biologique, mais d'une façon moderne, de façon à ne rien gaspiller, de façon à profiter de la nature, à profiter de tout ce qui se passe autour de lui. Puis ça va très bien, puis j'en suis bien fier. Oh, c'est une affaire de passion. Qu'est-ce que j'ai aimé, comment que je vous expliquerai, c'est pourquoi que j'ai aimé mon métier. C'est pas parce que j'étais pas doué pour d'autres. J'aurais pu faire autre chose. Les circonstances du temps qui étaient souvent reliées à la maladie de mon père, puis le manque d'argent dans le temps.
j'aurais voulu être agronome. À partir de 12 ans, parce que j'avais rencontré un agronome, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, sa façon de voir l'agriculture, sa façon de voir l'évolution que l'agriculture pouvait prendre. Venais de rentrer dans les jeunes agriculteurs, et peut-être j'aurais pu faire autre chose. Je sais aujourd'hui que j'aurais pu être aussi un professeur d'histoire, parce que j'aime l'histoire, j'aime ce qui s'est passé, que ce soit au niveau de l'évolution de la société. Il y a tellement de choses positives qu'on pourrait dire, au lieu de décrier ce qu'on a fait des erreurs du passé, on peut trouver là-dedans la richesse de ce qu'on est devenu. Puis ça, c'est quand même important de parler d'histoire. Comme parler d'agriculture aussi, oui, c'était pas facile, mais si je suis devenu, c'est une des raisons parce que j'ai aimé mon métier. Puis que j'ai continué aussi d'aller de l'avant là-dedans, puis à améliorer. Il y avait quand même un sage qui disait, si tu fais pousser 2 grains de blé où il n'en poussait qu'un, tu es un bienfaiteur de l'humanité. Ça, il fallait rêver pas mal pour le dire puis pour le croire, mais c'est quand même quelque chose de beau que je tiens à souligner. Ça a toujours été difficile. D'un, comme agriculteur, c'est à moi de décider tous les jours à prendre des décisions, à dire je fais telle affaire, ou je m'enligne, ou je m'adresse pour aller de l'avant, telle affaire. Un exemple bien simple. Il faut commencer les foins le plus de bonheur possible pour avoir le foin le plus de qualité possible. Ça, c'est à moi qui choisis ça. Si je décide d'avoir un volume de foin en attendant quelques jours, surtout avec de la vache à lait, c'était pas une bonne chose à faire. Dans certaines productions, comme la vache de boucherie, les vaches sont capables de digérer plus facilement le foin qui est rough, puis c'est pas considéré vraiment en faveur de la production de lait qu'ils vont donner. C'est ma décision de commencer à faire le foin le plus bonheur possible qui a influencé certaines choses chez nous. J'aurais pu faire autrement, mais j'ai choisi ça, puis je ne vais pas le regretter parce que librement, j'ai choisi cette façon-là. L'agriculture, c'est une affaire de chaque jour, c'est une question d'amour, mais c'est une question aussi de précision, d'être là tout le temps, puis de regarder. J'ai passé 2 nuits cette semaine à aller recevoir des abeilles dans la bleuetière. J'ai réalisé que j'étais presque passé de date parce que à 83 ans, me coucher à 8h30, 9h le soir, me relever à 10h30, revenir à 5h du matin, le lendemain soir faire la même affaire, durant la journée d'autres choses à faire, alors pas dormir beaucoup, c'est mon choix. C'est mon choix de continuer à aimer ça aussi. Dans vos écrits, il faut avoir des précautions lorsque l'on nomme et identifie des personnes. Oui, c'est ça. On vous donne suffisamment de détails permettant au lecteur de les identifier. Oui. Il faut faire attention. Vos propos pourraient-ils leur causer des préjudices, ne serait-ce que des émotions négatives? Oui. Ou encore plus, si cela pouvait vous causer des problèmes légaux? Des préjudices. Oui, il y a des fois oui. même que quelqu'un peut vous poursuivre là, parce que vous avez fait atteinte à sa réputation. Oui, oui, oui. C'est pas toujours, ça ne veut pas toujours dire la cause pourrait être entendue et puis qu'il pourrait gagner, mais il reste que c'est pas le but qu'on vise en écrivant notre vie. C'est parce que toi aussi, quand tu l'écris, peut-être que tu n'as pas l'intention de raviver quelque chose de mauvais, mais par contre, la personne qui le lit, si ça la touche, peut-être que là, à ce moment-là, elle prend ça plus sérieux. Il faut faire attention. C'est ça. Alors, il vaut mieux préserver l'anonymat. Puis aussi, on va en reparler quand on vient le temps de faire la relecture et les corrections. Comment, quand on demande à quelqu'un de relire, la personne peut nous dire comment elle voit ça. Si elle voit qu'on est plus accusateur ou que c'est trop... ça peut être pernicieux. Mais aussi, on peut aussi demander l'accord de ces personnes. Bien, c'est ça que j'allais dire. J'ai vécu ça avec toi, là, au travail, et puis... est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux en parler? Maintenant qu'on est rendu beaucoup plus loin, est-ce que je peux en parler? Puis lui expliquer comment on va en parler et peut-être même lui envoyer la partie du texte. Absolument, absolument. Ça peut être des choses drôles aussi, par contre, là. Parce qu'il s'est passé des choses drôles au travail aussi, là. Puis les personnes aussi. Mais il faut faire attention que la drôleté ne soit pas envers la personne qui est visée. Elle pourrait trouver ça moins drôle. Oui, oui. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont pointilleux plus que d'autres choses. Bien, lorsqu'on raconte sa vie, on implique par le fait même des parties de vie de d'autres personnes. Ah, c'est ça. Il faut être conscient de ça. On ne peut pas tout exclure, mais il faut faire attention. Il faut avoir une attention particulière. Il faut être poli, disons. Oui.
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. À vos crayons, on tombe dans une séquence que j'aime tout particulièrement parce que des premières fois, là, Carole, il y en a une multitude. Alors, la 12e séquence, c'est mes premières fois. La vie est parsemée de premières fois vécues à différents moments de mon existence. Certaines ont marqué ma vie et d'autres ne sont que des anecdotes cocasses. Je fais un voyage dans le passé pour retrouver les émotions vécues. Bon, il y a plusieurs thèmes là, de cette séquence. Ils ont été abordés ou développés dans d'autres séquences. Okay? Alors, c'est comme la première journée d'école. Bon, mais il y en a beaucoup d'autres et c'est de celles-ci qu'on parle. Oui, comme par exemple... des moments en lien avec, ma première paire de lunettes, ma première visite chez le dentiste, ma première punition, ma première brosse, ma première paye, Oui. mon premier vote, ma première auto, mon premier deuil. Est-ce que j'étais enfant quand dans la famille il y a eu un décès? Ou si j'étais adulte, ou c'était quoi le premier deuil dont j'ai eu vraiment là, conscience que... Oui. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Oui, qu'est-ce que j'ai ressenti? Mon premier cheveu blanc, ben là, avec la pandémie, ça nous a aidés. La Hein? ride puis les cheveux, c'était pas les premiers, c'était pas les derniers. Non, c'était pas les plus importants non plus. Moment en lien avec mes loisirs. Ah, ça, Mon c'est le premier fun. voyage en auto, en train, en avion, en autostop. Hop là. Mon premier tourne-disque. Tourne-disque, je ne sais pas s'il y en a qui vont comprendre déjà. Ou Walkman. Moi, Ma première bicyclette. Ma première paire de patins. Ma première poupée. Mon premier party. oh là là là. Mes premières lectures. Mes premières émissions de radio et de télé. Mes premiers spectacles, festivals. Mes premiers grands événements sportifs.
Ah, mais il y en a énormément. On Il y a peut en aussi, rajouter, là, écoute, on peut en rajouter, là. Ouais. Mes apprentissages avec la natation, la danse, le chant, le vélo, la musique, le ski. Écoute, c'est toutes les situations de la vie, finalement, Oui. qui sont des premières fois que c'est le fun à relater des fois, parce Oui. qu'il y a des faits cocasses. Puis, n'oubliez pas que c'est intéressant d'avoir des choses drôles à dire aussi, là. Les premières émissions de télévision, Ah! je veux dire, vos enfants ne peuvent pas s'imaginer là, que Non, vous non, avez non. vu ça pour la première fois. Pépineau, là, et puis Bobinette, là, Oui. puis... En 1992, j'ai vraiment eu une auto à moi parce que je vendais des produits Multipro. Et ça me prenait une voiture. C'était une Géo Métro bleue métallique neuve de l'année. Mon premier travail. J'ai toujours travaillé dans des maisons privées. En 1992, M. Raymond Lefebvre de Mistassini, qui a été mon directeur chez Multipro, mais qui est maintenant décédé d'un cancer d'estomac, avait offert un travail de vendeur à mon conjoint. Comme Ghislain était en mobilité réduite, il ne pouvait le faire, alors il me l'a offert à moi. J'ai finalement accepté la proposition de vendre des produits et pendant les 3 premières semaines, je tremblais des mains quand je faisais les factures devant les clients. J'ai persisté et ça a cessé. Je me sentais de plus en plus à l'aise avec les clients. J'allais les rencontrer une fois par mois. Je disais à mon directeur, « Il me semble que je dérange les gens. » Il me répondait, « Il faut que tu te débarrasses de cette idée-là. » Avec ma Géo Métro, j'ai voyagé dans le secteur où je demeurais, Albanel, Gérardville, Normandin, Saint-Elmont et Saint-Thomas. J'ai voyagé aussi en hiver durant les tempêtes. J'avais tout ce secteur et je me suis monté une clientèle. Moi, je vendais et mon conjoint vérifiait les factures. Quand les commandes entraient, il démêlait les produits et les mettait dans des sacs. Ensuite, j'allais livrer. Je prenais 3 jours pour vendre et 1 journée pour livrer. En 1993, moi et mon conjoint, on avait été à Montréal avec Moisette Boilly, conjointe de Bernard Ouellette, parce que Moisette se faisait couronner à chaque année comme étant la meilleure vendeuse du Lac-Saint-Jean et du Québec. Moi, j'étais la 4e vendeuse du Lac-Saint-Jean et du Québec. Je n'en revenais pas. Moisette avait vendu pour 10 000 en 1 mois et moi, j'avais vendu pour 5 000 en 1 mois. J'étais très fière de moi. J'ai mis tant d'efforts dans ce travail-là. On se sent très bien. On se sent autonome. Oui. Ah oui, moi, j'étais fière de moi. Oui, j'aimais ça. Parce que j'allais manger dans un restaurant. Des fois, quand j'étais, mettons, sur l'heure du dîner, là, je dormais dans l'auto. Puis là, mon frère restait, le frère de mon mari restait à Gérardville. Puis à un moment donné, il vient cogner dans la porte de l'auto. Puis là, il dit, « C'est que tu fais là? » Ben là, je dors, je me fais ma sieste. Et puis après ça, je repartais vendre des produits après. Ouais. D'avoir eu un magasin chez moi. Après ça, d'avoir vendu pour 5 000 Après ça, de m'être monté une clientèle que j'étais gênée au début, puis je checkais pour faire les factures. Puis là, je disais à mon conjoint, je disais, si ça ne lâche pas, je vais tout arrêter ça. Puis là, après 3 semaines, tiens, oups, là, j'étais plus à l'aise. Mais à chaque mois, ça me demandait un effort. Chose que Moisette Boilly n'avait pas, elle. Elle vendait, puis ça ne dérangeait pas. Elle n'avait pas cette idée-là qu'elle dérangeait les gens. Moi, j'avais toujours cette idée-là. Puis mon directeur, ben, il disait, « Faut que tu te débarrasses de cette idée-là. » Bien, ça m'a aidé à être plus autonome, puis à me dégêner beaucoup, puis à aller vers le monde. Aller vers le monde, puis plus j'y allais, moins j'étais gênée. Plusieurs personnes disent qu'elles ne se souviennent rien du passé. Oui, ça, c'est vrai. Il s'agit de se mettre à écrire et à échanger durant les ateliers pour réveiller des souvenirs que l'on pensait à jamais enfouis. Un souvenir exprimé en révèle d'autres.
c'est la force des ateliers en groupe. Ah, justement. Ce qui se vit dans les ateliers demeure dans les ateliers. Vous dévoilez ce que vous voulez. Mais vos secrets, si vous en dévoilez, ils seront très bien gardés. Souvent, juste le fait de partager des moments difficiles fait en sorte que le besoin ou la façon de le livrer dans son histoire de vie n'est plus du tout du même ordre. On peut être plus calme, posé, objectif lorsqu'on est soulagé d'une trop grande charge émotive. Le partage, l'écoute, l'empathie, le respect et la confidentialité, c'est ce qui caractérise les groupes « Je me raconte ». Je t'écoutais, là, puis il m'est venu à l'idée, là, tu sais, certaines fois où on a eu des fous rires. Oui. Et certaines fois où on a eu un peu tous la larme à l'œil. Puis des fois, les deux en même temps. Puis tu sais, on se respectait. Énormément. On attendait que la personne reprenne sa lecture, puis c'était sans jugement, avec beaucoup de respect. Et d'accueil. C'est incroyable, Oui, la force du groupe. Oui, incroyable. C'est sûr que seul à la maison, vous pouvez le faire, votre écriture, mais c'est aussi très intéressant d'être avec le groupe. Oui, le groupe aide beaucoup. Aide beaucoup. Aide puis beaucoup. stimule énormément. Oui, parce qu'en plus, tu sais, il y en a un qui va parler d'une situation, toi, ça te rappelle autre chose ou quelque chose de similaire que tu n'as pas parlé, puis que dans le fond, tu aurais aimé parler. Parce que c'est bien sûr, on écrit notre histoire, mais une fois qu'elle est écrite et même publiée, on dit « Oh, c'est vrai, hein, j'aurais dû te parler de telle chose ou de ma tante une telle, ou tu sais, on n'y a pas pensé. » Non. Mais là, on peut pas. Écrire. Non, tu ne peux pas écrire 60 ans de ta vie, là. Alors, c'est ce qui termine le 7e épisode. Je me raconte. Au 8e, on va aborder la 13e séquence, qui est l'amitié dans ma vie. Et la 14e, personnages et événements. Importants dans notre vie. Alors merci de nous suivre. Oui, bonne semaine, bonne écriture, Bonne tout le monde. écriture.